Donc, empêcher aux enfants de Congolais de pousser plus loin les études. Depuis qu'il n'y a plus de musique, ça c'est sérieux. Hein? Oui. Depuis qu'il n'y a plus de musique, les enfants de Congolais poussent un peu loin leurs études. études. Oui. Et puis, ce musicien ont rendu beaucoup de filles mères. Pourquoi? Il fallait débarquer en Europe, engrosser, avoir des papiers. Oui. Et il y a eu beaucoup des enfants qui sont nés en fait de ce comportement. Voilà pourquoi. Et par rapport surtout à ce qui s'est passé au pays, on s'est dit non. Nous, on veut d'abord que les choses se passent mieux au pays. Après, on va danser. Donc vous savez quand même quelques artistes qui ont engrossé les filles pour avoir des kimonos. Oui, bien sûr. Vous pouvez citer même une ou deux. Non, mais je peux pas. mais tout le monde. Moi, je t'ai dit que même le concert dont on attend parler des conflits. Je ne sais pas si c'est. Kofi Woranson. Je ne sais pas. En novembre. Fabregas notamment. Je ne crois pas que ces concerts. À Lyon. Je ne crois pas que ces concerts auront lieu. Ah, mais ils ont confirmé. Héritier avait confirmé aussi. Héritier avait confirmé son concert, il a même fait le balance, tout ça. Héritier, apparemment, il avait des problèmes entre certaines têtes non, ça c'est faux. Ça, de la diaspora. Honnêtement, même les enfants qui ont été, par exemple, en fait, le public de Fally. Plus de 20 000 personnes. Fally avait joué. Vous le combattez? Non, Fally avait joué. Mais quand il joue la musique, vous essayez d'être nombreux. Non, attention. Non. Attends. Ah oui. Il y a eu un problème. Fally avait joué sur une cage politique. Fally avait joué parce que c'était pas n'importe qui produisait ces concerts. Oui. C'est pas n'importe qui. C'était qui? C'était une des grandes personnalités politiques de la France, pas politique, mais un grand homme d'affaires. Il y avait Bolloré. Et Bolloré, ce n'est pas un homme d'affaires que tu ramasses, que tu trouves partout. C'était Bolloré et il y avait des moyens consistants qui a été mis en place, sécuritaires et tout. Il y avait des moyens, quand je dis des moyens, il y avait des moyens. Donc, et en plus, ils ont joué sur un truc, ils ont associé tous nos enfants qui sont nés là-bas, des Dajou, des Gims, pour essayer un peu de maquiller un peu. Mais c'était les concerts des Fally. Mais c'est un concert qui a eu lieu, mais dans quelles conditions? C'était des conditions un peu très compliquées. Une personne, donc l'incarnation du mal au Congo. L'incarnation du mal. Ah oui, mais attends, mais les 18 ans de Kabila, c'est ça qui a créé le... Qu'est-ce que vous avez retenu de bon dans le régime Kabila? Pendant 18 ans, je ne crois pas que vous pouvez dire que tout a été mauvais quand même. Pendant les 18 ans de Kabila... Qu'est-ce que vous a marqué? Ah non, ici le président a très bien agi. Le winner. Le winner. Le winner, le G... Le winner des papiers là. Ouais. C'est qu'une transforme la population. Comment? Ça transforme la population. Non, le winner, le pari foot. Ah. Oui. Mais chaque jour, les gens pleurent à cause de ce winner. Mais c'est ça, non? Mais c'est ça qui Kabila a créé. C'est ça, c'est juste ça. La différence entre Tshisekedi et Kabila? La différence entre Tshisekedi et Kabila, c'est la nuit et le jour. Félix Antoine Tshisekedi aime le Congo. Mais Kabila n'a jamais aimé le Congo. Non, mais c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Qui est le jour? Qui est la journée? Mais le jour, c'est Félix. Et la nuit? Et la nuit, c'est Kabila, parce qu'on a passé 18 ans dans le noir. Les Congolais ne savaient pas où aller. Est-ce que tu sais qu'il y a même des Congolais qui ne savaient pas qui il était en fait? Il est au Congo, il ne sait pas, il fait quoi au Congo? Qu'est-ce qu'il est? Pendant 18 ans. Bonjour messieurs et dames, bienvenue sur Goshen 7 Télévision dans votre émission Face aux invités. Face aux invités, on va recevoir pour vous pour une deuxième fois Monsieur Karli Mwanda. Avec lui, nous allons parler sur plusieurs sujets, notamment la diaspora. Vous le savez très bien, c'est un diaspora, un homme d'affaires encouragé comme je le disais tantôt. On va parler de beaucoup de sujets de la diaspora, de l'actualité au sein de la République. Ces derniers temps, vous savez que le pays est en train de bouger. Le problème de la CENI, la Congolité aussi
a fait un peu trop de bruit, et puis tant d'autres problèmes, la baisse de prix, la gestion fatigue, tout ça. Avec lui, le Parisien, on va essayer un peu de débattre avec lui, M. Carly. Bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs Arist Lenzo. Vous êtes encore de retour sur notre plateau. Merci pour votre disponibilité. Ok. On va parler un peu de la diaspora. Vous êtes diaspora. Depuis combien de temps vous êtes déjà en Europe? Je suis en Europe depuis 2003. Depuis 2003, donc il y a 19 ans. 19 ans. Oh là là, c'est beaucoup. Hein. Bah, si on peut le dire ainsi. Comment ça se passe là-bas? Oh, ça va, ça se passe très bien. À part cette situation de Covid qui vient juste de changer un peu les donnes, mais en général, ça va. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Kinshasa? En fait, quitter Kinshasa, en fait, c'était juste les circonstances, la conjoncture, et puis c'était en fait dans l'idée de vivre une vie meilleure. Parce que je voyais que les choses s'est dégradées de plus en plus, surtout après l'arrivée de l'AFDEL. Les choses, en fait, l'arrivée de l'AFDEL avait ramené de l'espoir, mais en fait, on s'est vite aperçu que rien ne marchait. Et puis, je me suis dit, écoutez, et c'était à l'époque où Zachary Baba se animait l'émission Feu Vert. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il vendait une robe facile, où paiement, tout, on pouvait tout avoir. On ramasse tout facilement. Voilà. Et c'était ça aussi de mes motivations, mais surtout, vraiment mener une vie meilleure. La diaspora congolaise, comment ça se comporte en Europe, plus précisément en France? La diaspora congolaise, c'est une des diasporas, je dirais, un peu problématique. Problématique? Oui. Comment? Problématique. Comment? Je vais aller avec des faits. Oui. Déjà, la diaspora, tu verras un Congolais par exemple, déjà la diaspora congolaise n'aime pas étudier. Les études. Tu verras très rarement la diaspora congolaise faire des études. Mais souvent, ils quittent ici pour aller étudier. Ah non. Attention, comme je l'ai dit en amont, ça veut dire que moi je suis parti en Europe pour avoir une vue meilleure. Quand je dis meilleure par rapport à celle que j'avais ici au Congo. Oui. Ça c'est vraiment l'objectif de plusieurs personnes qui sont parties de la République. Oui. Donc c'était dans le but de mener une vie, d'avoir une vie meilleure. Mais pas facile parce que souvent quand on part d'ici, on a l'impression, on croit que c'est facile. Et même quand je suis arrivé en France, il y a un monsieur qui m'a dit, ah, petit Bouyereta. Et c'est lui déjà. Bouyereta, et si tu vois, ce sont ces gens-là qui nous ont fait croire que l'Europe était facile. À l'époque où il s'est ramené avec des bus, avec. Il y avait une réalité qu'on ne savait pas ici, qu'on n'a jamais maîtrisée. Mais il faut juste arriver sur place pour comprendre que c'était une époque où il y avait certaines réalités que je n'ose pas dire ici. Donc, ils nous ont vendu une Europe où tout était... où coulait le lait et le miel. Quoi. Oh, c'est pas le cas. Alors, la plupart des Congolais qui sont partis de Kinshasa, de la République, c'est pour une vie, mais pas pour les études. Non. Ok. Mais il y en a moins, arrivés sur place, qui se sont rendus compte que non, je peux aussi évoluer ou pousser encore mes études un peu plus loin. Un peu plus loin, oui. En France, ça c'est prouvé. En France, par exemple, plus tu as une formation, tu as un diplôme, tu peux avoir un travail meilleur et puis un bon salaire aussi. Donc voilà, il y en a qui ont eu le courage, comme moi par exemple, quand je suis arrivé, tous mes diplômes de la République démocratique du Congo ont été refusés. C'est encore un mot gentil. Ça veut dire balayer. C'est pas un diplôme, c'est un papier. C'est un papier. Tu vois, un diplôme, tu as passé 12 ans ici pour avoir un bac, tu vas à l'université et tu passes par une collation et on te dit que, ah monsieur, tu vois, c'est quoi ça? Je dis, monsieur, c'est mon diplôme? Non, monsieur. À l'époque, quand même, on disait que l'enseignement était un peu meilleur que celui d'aujourd'hui. Mais si à l'époque, le diplôme était considéré comme de papier en Europe, et celle que nous avons réussi ici en 2015, en 2010, ça serait même non, mais ça, de couper en lambeaux. Ça, c'est vraiment, je sais pas. C'est
Au départ, je croyais que c'était du racisme, mais après, moi, quand même, après mon diplôme, j'ai enseigné. C'est-à-dire que je combinais et les études et le travail. J'ai enseigné pendant 4 ans. J'étais professeur de mathématiques, électricité. Mais quand je suis ici à Kinshasa. Quand je suis arrivé en Europe, quand mon diplôme a été refusé, j'étais obligé de répartir à zéro. Ils ont commencé par faire une évaluation. Ils m'ont évalué, ils m'ont dit que tu n'as pas le niveau ingénieur, tu as le niveau BTS. Le BTS, c'est le brevet de technicien supérieur. Une reconnaissance n'est pas ils t'ont pas octroyé un diplôme. Donc, c'est-à-dire qu'ils t'ont évalué, ils te reconnaissent que tu as le niveau BTS. Mais il faut les valider pour avoir ce diplôme. Or, le BTS, c'est 2 ans d'études supérieures. Il faut avoir du courage. Arrêter de travailler pour aller à l'école. Donc, c'est pas facile. Et c'est pas tous les Congolais qui ont ce courage-là. Parce qu'un Congolais qui n'a jamais touché $100 ici, il débarque en France, son premier salaire c'est 1500. Pour lui, 1500 c'est à vie, c'est un bon salaire, donc il reste là. Donc voilà pourquoi il y a moins de Congolais qui vont à l'école en Europe. Et plus ils vont travailler, bon, il y a nos enfants qui naissent là-bas et qui vont plus, qui poussent un peu le niveau plus loin. Mais la diaspora qui sont partis pour avoir une vie meilleure, ne t'en fais pas, ils n'ont pas le temps d'aller. Alors quels sont les comportements des Congolais en Europe? Est-ce que vous vivez de la même manière que vous vivez à Kinshasa? Quand vous avez un $100, vous êtes à Matongé, c'est un tabac, c'est de la bière, c'est du format, je ne sais pas moi. En fait, le comportement... Je parlerai du comportement dans un cadre général. En fait, le défaut des Congolais, les Congolais, quand tu arrives, ça c'est vraiment pour les gens qui ont été au Cameroun. J'ai fait le Cameroun, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Maroc, le Nigeria. Le Congolais, quand tu arrives dans un coin, il ne s'intègre pas. Mais il impose sa congolité en fait. C'est tous les Quinois. Les Quinois ils débarquent au Cameroun, au lieu d'apprendre le Douala, les Congolais imposent les Lingala. Donc ça c'est déjà le plus grand problème des Congolais. Donc ça veut dire qu'on arrive dans un coin, au lieu d'adopter le comportement des autochtones, non, nous on impose. Là peut-être pour vendre un peu sa culture. Non, c'est pas de ce sens-là. Ça veut dire qu'on vend que le mauvais nous. Les Congolais... oui, mais on vend que le mauvais. Le mauvais, qui est mauvais. Aujourd'hui, si tu vas en France par exemple, tu vas voir, il y a des églises partout en France comme ici. Ah bon? Des églises de Congolais. Oh là là. Tu vois, ça veut dire qu'on ramène toujours le mal de nous ailleurs. Tu vois, comme tu veux parler là où il y a des Congolais, il y a toujours des bruits. Combien de maquis, le maquis sont des terrasses, des Nganda. Combien de Nganda de Congolais ont été fermés en Europe? En Europe. Parce que quand les Congolais se réunissent, 5, 6, il y a autour de l'école. Sachez-les qu'à la fin, il y aura de la bagarre, il y aura de la police. Il y aura de la police qui doit intervenir. Ça, c'est les Congolais. Les Congolais parlent fort. Les Congolais ne savent pas que mon voisin dort, c'est un Chinois. Il joue sa musique jusqu'à 22h. Ça, c'est les Congolais. Donc, tous ceux qui nous vont ici, on essaye de le ramener de là-bas. Donc voilà, ça c'est le comportement du Congolais. Donc ça veut dire que l'intégration du Congolais est un peu difficile. Alors, leur point, quand même, malgré il y a tout ça, mais il y a aussi des points positifs. Par rapport le point positif qu'a le Congolais à l'étranger, avec certaines d'autres communautés comme le Congolais d'enfance, les Angolais, les Gabonais. Est-ce qu'on a un peu notre particularité qui est bonne? Si, bien sûr. Cette particularité, c'est quoi? C'est l'unité en fait. Le Congolais ne cherche pas à comprendre celui-là est de quel contrée, c'est un Moulouba, c'est un Mukongo. Ça c'est le point positif. Cette unité est nationale. Donc on essaie de le transporter partout. Mais il y a aussi un autre point que j'avais oublié d'évoquer. Le Congolais s'est encouragé. Quand moi je suis arrivé en France par exemple, le Congolais c'est un créateur. Il peut créer, mais il a un problème de conserver. J'arrive en France, je trouve que la plupart des entreprises sous-traitants, électricité, plomberie, sécurité, appartenaient aux Congolais. L'échafaudage appartenait aux Congolais. Ils avaient le marché, mais ils n'ont pas pu les garder, les conserver. C'est ça le plus grand problème. Parce que les Congolais confondent le capital de l'entreprise et sa poche. Comme c'est lui le patron, il bouffe tout. Ça, c'est le Congolais. Le Congolais était la première personne en France, par exemple, à occuper le marché Château-Rouge. Mais va aujourd'hui à Paris, combien de Congolais ont des magasins sur Château-Rouge?
Donc c'est à compter d'un bout du doigt. Tu vois, parce que le Congolais c'est pas conservé. Pourquoi? Parce qu'en France il faut payer des taxes, il faut payer des impôts. Le Congolais de ne pas habituer, ce n'est pas une culture en fait. Tu verras payer les taxes. Sur ton rouge, les Congolais font de vendeurs ambulants. Oh là là. Mais toutes les communautés, pas toutes, la plupart des communautés ont trouvé le Congolais à Paris, sur Juste Rouge. Oui. Dans le maquis, le Nganda, les entreprises, le magasin, le Congolais sont le premier à créer tout ça. Mais la conservation, on ne conserve pas, on crée. On ne sait pas jouer. Parce qu'on n'a pas cette culture-là de conserver. Les Congolais, donc, Babouki, les Lélo, les Lélo, ça c'est des Congolais. Oui. Donc voilà. On vous a vu pendant très longtemps, on va un peu parler d'un aspect particulier, oui. Interdire vos frères, artistes, musiciens, venir jouer la musique en France. Qu'est-ce qui a été la vraie raison? Vous savez, si vous lisez l'histoire de l'Angleterre, il y a eu une époque où tout allait mal en Grande-Bretagne, oui. Et tout ce qui était spectacle, tout ce qui était lié au loisir était arrêté. Alors, au Congo, ici, il s'est passé des choses dramatiques. Oui. Imaginez-vous qu'au numéro 5, tu perds ton frère qui pleure. Et toi, au numéro 7, tu fais la fête. Les gens qui mouraient à l'Est, ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. Oui. Et pendant qu'il n'a pas, les gens pleuraient, nous on dansait. Non? Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas s'il y aura des gens qui vont me contredire. Oui. Nos musiciens, donc la musique avait donc, empêché aux enfants de Congolais de pousser plus les études. Depuis qu'il n'y a plus de musique, ça c'est sérieux. Hein? Oui. Depuis qu'il n'y a plus de musique, les enfants de Congolais poussent un peu loin leurs études. Oui. Et puis, ces musiciens ont rendu beaucoup de filles mères. Pourquoi? Il fallait débarquer en Europe, engrosser, avoir des papiers. Oui. Et il y a eu beaucoup des enfants qui sont nés en fait de ce comportement. Voilà pourquoi. Oui. Et par rapport surtout à ce qui s'est passé au pays, on s'est dit non. Nous, on veut d'abord que les choses se passent mieux au pays. Après, on va danser. Donc, vous savez quand même quelques artistes qui ont engrossé les filles pour avoir des kimonos. Oui, bien sûr. Vous pouvez citer même une ou deux. Non, mais je peux pas. mais tout le monde, tous les artistes pratiquement l'ont fait. Oui. La plupart des sections de papier en France, la plupart, je ne dis pas tout, la plupart qui ont de papier en France l'ont fait. Ils l'ont fait. C'était ça l'objectif. Il fallait engrosser ces enfants-là pour avoir du papier. Voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi vous avez accepté leur donner encore cette possibilité de venir jouer pendant qu'à l'Est, la paix n'est pas totale encore? Mais qui a dit que la musique avait repris? Mais il fallait jouer, Arena. Mais il fallait jouer dans de quelles conditions? Dans quelles conditions? Il y avait plus de 20 000 personnes dans la salle. Non, mais dans quelles conditions? Parce qu'en fait, le concert de Fally, c'était un concert politique. Politique comment? C'était un concert politique parce que, imaginez-vous, à cette époque-là, c'était le début du Corona. Oui. Tous les concerts de Français ont été annulés. Tous les grands spectacles étaient annulés, sauf celui de Fally. C'était un concert d'essai. Il fallait essayer, mais il y a eu des conséquences. Aujourd'hui, moi je te dis que même le concert dont on attend parler de Kofi, je ne sais pas si c'est Kofi ou Ranson, je ne sais pas, en novembre, Fabregas notamment. Je ne crois pas que ces concerts, à Lyon. Je ne crois pas que ces concerts auront lieu. Ah, mais ils ont confirmé. Héritier avait confirmé aussi. Héritier avait confirmé son concert, il a même fait le balance, tout ça. Héritier, apparemment, il avait des problèmes entre certaines têtes non, ça c'est faux. Ça, de la diaspora. Honnêtement, même les enfants qui ont été, par exemple, en fait, le public de Fally. Plus de 20 000 personnes. Fally avait joué. Vous le combattez? Non, Fally avait joué. Mais quand il joue la musique, vous essayez d'être nombreux. Non, attention. Non. Attends. Ah oui. Il y a eu un problème. Oui. Fally avait joué, quand je dis politique, Fally avait joué parce que c'était pas n'importe qui produisait ces concerts. Oui. C'est pas n'importe qui. C'était qui? C'était une des grandes personnalités politiques de la France. Pas politique, mais un grand homme d'affaires. Il y avait Bolloré. Et Bolloré, ce n'est pas un homme d'affaires que tu ramasses, qui se trouve partout. Oui. C'était Bolloré et avec des moyens consistants qui a été mis en place, sécuritaires et tout.
Il y avait des moyens. Quand je dis des moyens, il y avait des moyens. Oui. Donc, c'est-à-dire et en plus, ils ont joué sur un truc. Ils ont associé tous nos enfants qui sont nés là-bas, des Dajou, des Gims, pour essayer un peu de maquiller un peu. Oui. Mais c'était des concerts défalés. Mais c'est un concert qui a eu lieu, mais dans quelles conditions? C'était des conditions un peu très compliquées. Qu'est-ce que vous pousse très souvent à être contre le pouvoir en place? Je dis pas le pouvoir actuel, mais à chaque fois, il y a un régime, la diaspora est toujours radicale. Par exemple, le régime Kabila, vous avez été radical avec ce régime, du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Oui, monsieur Harris, écoutez, on a été radical avec le régime de Kabila. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, le Kabila se disait militaire. Ça, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Oui. Tu es président de la République. Dans un coin de ton pays, il y a la guerre. Pas la guerre, il y a des agressions, il y a des viols, il y a des massacres. Et tu n'as jamais bougé le bout du doigt. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer une telle situation? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a jamais bougé? Parce qu'on a vu à un certain moment avec Mamadou N'Djala et tout ça, l'armée avait vraiment avancé. Il y avait une riposte. Et vous savez, quand l'État réagit, quand l'État pose des actes, ce sont des actes qui doivent être visibles de tous. Oui. Et là, il y a des ans que le président Félix Antoine Tshisekedi qui est au pouvoir. Oui. On a vu des actes qu'il a posés. Si des actes nationaux et ne marchent pas, on peut aller de chercher de l'aide ailleurs. Et c'est ce que fait le président Félix. Donc, il pose des actes qui sont visibles. Qu'on peut même. Donc, si en fait, ne pas accepter les actes posés par le président Félix par rapport à la situation à l'Est, il faut être très fou. Ce sont des choses que Kabila n'avait jamais fait. Et à part ça, regarde, les universités par exemple, les universités n'existaient plus. L'état de l'INIKIN, de l'ISTA, ISC, IBTP, il n'y avait plus rien. Plus rien. Donc Kabila pendant 18 ans, en fait, le Congo a créé Kabila pendant 18 ans et Kabila a tué le Congo pendant 18 ans. Ah bon. Donc voilà pourquoi la diaspora, en fait, je me pose la question, déjà, les gens qui soutiennent, qui se disent kabilistes, comment ils font pour trouver sommeil? Ça, c'est la question que je me pose. C'est dire, kabiliste, comment tu peux trouver sommeil? Donc tu te présentes, donc en fait, tu trouves comme repère une personne, donc l'incarnation du mal au Congo. L'incarnation du mal? Ah oui, mais attends, mais les 18 ans de Kabila, c'est ça qui a créé le... Qu'est-ce que vous avez retenu de bon dans le régime Kabila? Pendant 18 ans, je ne crois pas que vous pouvez dire que tout a été mauvais quand même. Pendant les 18 ans de Kabila... Qu'est-ce que vous a marqué? Ah non, ici le président a très bien agi. Le winner. Le winner? Le winner, le G... Le winner des papiers. Ouais. C'est qu'il transforme la population. Comment? Ça transforme la population. Non, le winner, le pari foot. Ah. Oui. Mais chaque jour, les gens clairent à cause de ce winner. Mais c'est ça, non? Mais c'est ça que Kabila a créé. C'est ça, c'est juste ça. Rien de bon. Mais citez-moi si vous en savez vous. Oh là là là. Non mais citez, allez-y. C'est grave. Et dites-moi, pendant 18 ans, c'est que le régime de Kabila a créé au Congo, à part la pauvreté. Kabila a trouvé ce pays qui n'était pas organisé. Comment? Il n'était pas organisé. C'est-à-dire? Il n'avait pas des institutions fiables, bonnes. Ok. Kabila a créé le Parlement. Le Parlement. L'Assemblée nationale des Sénats. D'accord. Le gouvernement. Ok. Kabila a organisé des élections. Ok. Écoutez, monsieur Harris, moi je vais être honnête envers vous. Oui. Vous savez ce qu'on appelle par pyromane. Un pyromane, c'est un monsieur qui allume le feu. Oui. Un pyromane, c'est celui qui allume le feu pour l'éteindre et il se fait passer pour un pompier. C'est un pyromane. Oui. Alors, quand vous me dites que Kabila a créé le Parlement, on n'a pas créé, mais a mis en place une politique qui a fait asseoir les institutions. Quand on parle de la Kabylie, en fait, c'est une suite de l'AFDEL. Kabila, c'est l'AFDEL c'est une continuité de l'AFDEL. Oui. Et c'est l'AFDEL est arrivé, ils ont trouvé des institutions. On avait un parlement au Zaïre. Un parlement qui a été nommé par le président. Non, on avait
Et non, nommer le commissaire général. Il y avait des institutions qui existaient au Congo, au Zaïre. Quand ils sont arrivés, ils ont tout détruit. Pour après... reconstruire l'État quand même. Ils disaient que cet État n'était pas bon. L'État existait. L'État existait, mais c'était pas bon en fait. Mais comment ça? Donc il y avait des institutions qui fonctionnaient très bien. Qui marchaient bien. Pas tout, mais les choses marchaient bien en République Zaïre. On avait l'État, il y avait les études, il y avait quand même la vie, voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à Kabila? À Kabila, de ne pas aimer le Congo. Ne pas aimer le Congo? Pas le Congo. Mais le gérer pendant 18 ans. Tu peux gérer, tu peux rester avec une femme pendant 20 ans sans l'aimer. Ça, c'est gravissime ça. Alors, Fati arrive au pouvoir. Vous l'applaudissez, mais vous-même, après quelques temps encore, certaines, je ne dis pas tout, mais un bon nombre aussi dans le dos. Mais en fait, moi je ne suis pas de l'UDPS, oui. Mais je suis un Congolais. Oui. Je suis un Tshisekediste. Ah bon? Mais je ne suis pas de l'UDPS. Ok. Tshisekediste, c'est de peur, je pense. Non, je suis un Tshisekediste. Ok. Être Tshisekediste, ce n'est ni de père, ni de fils. Non, c'est une idéologie. Ok, très bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils parlent, je suis Tshisekediste, ils font allusion, ils voient plus le père ou Félix. Oui. Être séréniste, c'est une vision. Philosophie en fait. Très bien. C'est comme le moboutisme. Ouais. C'est une philosophie. Ouais. Ce n'est pas lié à une personnalité. Okay. C'est une philosophie. C'est quoi être séréniste? C'est d'abord aimer le Congo. Faire tout pour le Congo. Charlie, qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi depuis qu'il est devenu président de la République? Rien. Ah, rien? Rien. Vous savez... Le peuple d'abord jusqu'à l'on ne mange pas. Non, attendez. Vous savez, comme je l'ai dit auparavant en amont, oui. On ne peut pas demander à Félix de résoudre le problème qui dure depuis 54 ans, en 2 ans. Et vous savez, le peuple, en fait, quand vous dites le peuple, d'abord, c'est trop large. Hein. Il y a le social, il y a la santé, il y a beaucoup de choses. Mais déjà, il a commencé par les études, la gratuité. Donc, c'est le peuple. Et d'abord, que Kabila ni le maréchal Mobutu n'avait pu le mettre en place. Il a mis en place dans cette qui patine jusqu'à là. Et pardon? Ça patauge. Mais c'est normal. Vous ne pas demander à un enfant de 3 mois de courir. Pourquoi voulez-vous qu'un enfant de 3 mois puisse courir? Ça doit patiner, c'est normal parce que c'est un système qu'on n'a jamais mis en place. On n'a pas d'expérience justement sur la gratuité. Donc il faut laisser du temps à cet enfant de grandir, de ramper et il va marcher et puis après courir. Donc moi je pense qu'il a cette volonté de faire bien les choses en fait. Qu'est-ce que vous aimez à Tshisekedi? Son charisme, son calme. Vous savez, il faut trop vous méfier à l'eau douce. C'est une personne qui a cette charisme et qui incarne vraiment la République démocratique du Congo. La différence entre Tshisekedi et Kabila? La différence entre Tshisekedi et Kabila, c'est la nuit et le jour. Félix Antoine Tshisekedi aime le Congo. Mais Kabila n'a jamais aimé le Congo. Non, mais c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Qui est le jour? Qui est la journée? Mais le jour, c'est Félix. Qui est la nuit? Et la nuit, c'est Kabila, parce qu'on a passé 18 ans dans le noir. Les Congolais ne savaient pas où aller. Est-ce que tu sais qu'il y a même des Congolais qui ne savaient pas qui il était en fait? Il est au Congo, il ne sait pas, il fait quoi au Congo? Qu'est-ce qu'il est? Pendant 18 ans. Et là, au moins, tout Congolais voit un peu le bout du tunnel. Donc même si c'est encore à 40 km, mais on voit le bout du tunnel. Vraiment? Ah oui, on le voit. Actualité, maintenant on va parler de l'actualité, notamment le bilan de Fati. 2 ans, 3 ans, jusqu'à là. Mais attendez, moi je pense qu'on peut parler de bilan qu'après la fin d'un mandat. Mais il est presque déjà à mi-mandat. Presque. On peut évaluer la première moitié. Bah écoutez, moi je pense, je vais être vraiment objectif sur cette question. Oui. Et des gens, comme il a dit, Monsieur le Président de la République, il a passé 2 ans de coalition avec le FCC. Et ces 2 ans-là, c'était une période chaotique. Où, comme il avait dit, comme il avait souligné lors de son discours, il y avait des bâtons dans le roues partout. Il y avait des blocages. Et voilà même pourquoi il a
il a mis en place justement l'Union sacrée. Et moi je pense que le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi, c'est un mandat compliqué. Moi je pense que, voilà pourquoi moi personnellement, je soutiendrais qu'il fasse un deuxième mandat pour qu'il puisse travailler comme il se doit. Et alors si vous voulez que je fasse un bilan, je dirais que c'est un bilan qui n'est pas positif, mais qui est un bilan qui va dans le positif. Ok, très bien. On va revenir un peu en arrière. Ouais. Kabila quitte le pouvoir. Oui. Tu sais qu'il y a un opposant, malgré avec beaucoup de débats, que ça tournait autour de ce pouvoir, entre lui et son frère Martin Fayoulou. Il arrive au pouvoir, quelques temps après, il fait une alliance avec celui qui était l'ennemi d'hier. Comment vous, la diaspora, vous avez appris cette nouvelle? En fait, vous savez, la politique, elle est dynamique. Ouais. Toujours, on revient sur la dynamique de la politique. La politique, elle est dynamique. Mais soyez aussi dynamique avec Kabila. Attends, mais quand vous parlez de l'ennemi, à qui faites-vous allusion? Pardon? Quand vous avez dit l'ennemi d'hier est devenu... mais vous étiez l'opposant principal au régime Kabila, l'IDPS Tshisekedi. Est-ce que vous savez... Comment vous accédez au pouvoir? En France, par exemple, quand il faut parler, quand il faut mettre sur la table les intérêts des Français, toutes les tendances politiques se réunissent. Okay. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit de l'intérêt de la France. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, lors des élections présidentielles entre Al Gore et Bush, pour les intérêts des États-Unis, à cette époque-là, il fallait que Bush soit le président de la République, bien qu'Al Gore avait gagné des élections. Vous savez, Félix Antoine Tshisekedi a eu un réflexe d'un père, d'un président, de faire cette alliance avec Kabila. Et moi je pense que c'est en fait cette dynamisme politique qui a fait que cette alliance soit mise en place. Voilà. Très bien dit. Parce qu'en fait je pense que cette alliance aujourd'hui, bien que ça n'a pas marché, parce que le président Félix avait de bonnes intentions par rapport à cette alliance. Mais sauf que la personne qui était en face, ces groupes qui étaient en face, le FCC, n'avait pas justement... Ils avaient des calendriers un peu cachés, tu vois, ils avaient des idées cachées. En fait, ils ont accepté cette alliance pour faire échouer le président de la République parce qu'ils pensaient qu'ils avaient en face d'eux un mouton. Non, mais c'était plutôt, ils avaient en face d'eux un lion, mais avec la peau d'un mouton, c'est tout. Tu sais qu'il Fayoulou, les amis d'hier, aujourd'hui, arrivent au pouvoir. Non, mais moi je pense que Thierry Fayoulou avait joué un peu à l'immaturité politique. L'immaturité comment? L'immaturité politique. Vous savez, quand on est intelligent, vous savez, il faut jamais. Vous savez, dans la politique, on peut être intelligent mais immature. C'est comme si vous allez en France aujourd'hui, vous allez vous demander, si vous lisez Pierre Bergovoy, c'était un ministre intelligent de Mitterrand, mais il avait joué juste à une certaine immaturité politique et ça a même causé de sa mort. Vous savez, Fayoulou, s'il serait mature politiquement, la première des choses qu'il devait faire, c'est de faire alliance, de s'approcher de son frère Félix Antoine Tshisekedi. Mais lui, il réclame avoir gagné les élections. Non, écoutez, ça c'est un vieux débat. Vous savez quoi? Dans un pays, dans un état de droit, dans un pays des gens normaux, il n'y a qu'une seule institution qui certifie ou qui désigne la personne qui a gagné des élections. Et au Congo, c'était la CENI. Et validée par la Cour constitutionnelle. Donc, à partir du moment où la Cour constitutionnelle proclame le président Félix comme celui qui a gagné des élections, moi, je serais Fayoulou, j'allais approcher mon frère pour proposer. Vous savez, on peut servir son pays même dans l'ombre. Il pouvait approcher Félix, proposer des idées et travailler ensemble. C'est tout. Là, c'était pas. Lui dit il ne pouvait pas trahir le peuple parce que le peuple l'a voté, le peuple l'a donné la légitimité. On a demandé à Fayoulou de ramener des preuves, justement. Mais il n'a jamais ramené de preuves. Jamais, il n'a jamais ramené de preuves. On a une CENI, on a une CENI qui était en place, qui a reconnu la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. Et on a une cour qui a validé cette victoire. Ben, c'est fini. Vous savez, même la France, la France est dotée justement de la victoire de Félix. Mais quand la Cour de la République démocratique du Congo a confirmé cette victoire, tout le monde s'est aligné. C'est tout. Qu'est-ce que vous conseillerez à Fayoulou?
Je conseillerais à Faïlou justement d'arrêter avec la comédie. Voilà, c'est trop dur ça. Non, je conseillerais à Faïlou d'arrêter la comédie. C'est trop dur. Non, mais la comédie et la mauvaise foi. Ça veut dire quoi? Même si aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi a inventé un médicament contre la malaria, Faïlou va créer des moustiques. Vous comprenez? Non, mais ça c'est sérieux. Donc pour Faïlou, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans tous les actes posés par le président de la République. Ça c'est un danger. Oui. Et il est le seul. Il est le seul. Bon, je ne suis pas là pour... Il est en compagnie avec le frère Mouzitou. Mais non, mais Mouzitou c'est un marionnette, papa. Mouzitou, moi personnellement, Mouzitou c'est une fabrication de Kizenga et Kabila. C'est quoi son bilan? Donc c'est cette alliance, le jour où Faïlou s'est allié avec Mouzitou, c'est le jour où Faïlou a signé justement sa naissance aux enfers. Mais il va disparaître. Comment? Mais attendez, mais Mouzitou, qu'est-ce que Mouzitou a fait dans ce pays? C'est quoi son bilan? On nous dit qu'il a payé le dette de la République pendant qu'il était Premier ministre. Dans sa poche? Bon, c'était quand même sa gestion. Mais non, sa gestion, mais c'est pas lui qui a payé, c'est la République qui a payé. Ok. Mais c'est tout. Mais non, attendez, là vous me dites de ce qu'il a fait. En fait, sur 100% de choses qu'il devait faire, il n'a fait qu'une moitié, donc le moitié de 1%. Et vous dites qu'il a fait quelque chose? Mais c'est quand même pas. Un demi-pas, c'est un pas. Non, il n'a rien fait. Mouzitou a un bilan plus que négatif. Donc c'est ça. Et s'associer à Mouzitou, c'est déjà un homme d'État qui dit que nous allons, il parle de lui, ils vont faire en sorte que des investisseurs ne viennent pas au Congo. Une telle personne, j'ai dit que c'est un homme immature politiquement. État de siège. Le blanc d'état de siège. L'état de siège est instauré depuis un certain temps, mais certaines tueries continuent quand même. Non, comment déjà, vous, la diaspora, vous avez appris cette l'état de siège, c'était déjà une décision responsable. Voilà pourquoi je vous ai dit auparavant, Kabila qui prétend être un militaire, qui n'a jamais posé des actes, même pas un acte, pour faire comprendre au monde que je suis de cœur avec mon peuple de l'Est. Oui. Mais Félix Antoine Tshisekedi arrive, qui n'est pas un militaire, mais qui a réagi. Donc c'est-à-dire que l'état des sièges pour moi c'est un acte fort que le président de la République, c'est un signal fort que le président de la République a lancé justement pour faire comprendre à ces rebelles, à ces agresseurs là que non, on est là, on est présent, on est réel, on n'est pas un jeu. Donc voilà, ça c'est une réponse, on est là. La congolité. Ben, la congolité, vous savez, c'est un débat qui n'a jamais eu lieu au Congo. Comment ça? Ben, la congolité, c'est quoi la congolité? Bon, pas la congolité. Hein. Ah, la congolité, c'est personnellement, c'est un groupe de gens qui ont fait porter cette... non, excusez-moi. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par un député de l'Assemblée nationale, mais concis par un professeur d'université, le docteur Noël Tiani, que vous connaissez peut-être aussi assez mieux, qui demandait que nous puissions verrouiller les fonctions régaliennes de notre pays. Avant d'être président de la République, il faut être né de père et de mère approuvés de Congolais. Avant d'être, je ne sais pas moi, président de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale, dans toutes les fonctions régaliennes. Être géré par des Congolais de père et de mère. Et puis cela a fait vraiment débat. Une partie de l'Union sacrée a été touchée par cette proposition. Vous savez, je suis, excusez-moi, de l'ensemble. Ok, je suis de l'ensemble, je soutiens justement... Je vous ai... non, mais je suis de l'ensemble, je vous l'ai dit. Ah oui. Mais je suis pour cette proposition de loi. Vous êtes pour ça? Bien sûr, vous savez, comme je l'ai dit ici, nous devons être pragmatiques, nous devons aimer le Congo. Moïse Katumbi ne pas l'absolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui Moïse Katumbi n'est plus, donc l'ensemble va disparaître. Apparemment. Moi je suis congolais de père et de mère. Ok. Et moi je pense que c'était une proposition des lois. Avant, j'étais un peu pragmatique par rapport à cette promotion de loi. Maintenant, j'ai dit, je parle tant qu'un homme responsable, un Congolais, je dis que c'est une promotion des lois qui doit être votée. Oui. Pourquoi? Nous, membres de l'ensemble, moi je pense qu'on peut proposer à notre président actuel, Moïse Katumbi, un autre poste. Il n'est pas, on peut se choisir un autre candidat.
qui va incarner justement la philosophie et l'idéologie du parti de Moïse Katumbi. Très bien. Donc voilà, moi je suis pour son de loi. Est-ce que Katumbi va accepter cela? Mais écoutez, Katumbi... l'arrivée qui n'était pas congolais le père des mers, parce que jusque-là, personne ne l'a prouvé qu'il n'était pas congolais le père des mers. Personne ne l'a dit, non. Mais Katumbi est congolais que de mère, jusque-là. Ah bon? Mais certains disent que sa mère est zambienne. Écoutez, vous savez, moi je suis quelqu'un d'irrationnel. Vous savez, il ne suffit pas seulement d'avancer des idées, mais il faut apporter de preuves. Ok. Enfin, ça ne suffit pas de dire que son père est congolais, qu'il est grec et sa maman est zambienne. Où sont les preuves? Un acte de naissance, un acte d'accouchement, les études primaires, quelque part. Parce que jusque-là, personne n'a pu exhiber un document officiel pour qui stipule que Moïse Katumbi a une mère. On ne peut pas continuer justement à conduire ce pays dans des rumeurs. Non, Moïse Katumbi, pour moi, c'est un Congolais qui a passé. Et Mandundala, celui qui est mort au front, oui. Il est du père malien, okay. Mais il a aimé le Congo. Le plus important, c'est d'aimer le Congo. Mais à ce qui concerne le poste de président de la République, moi je pense que c'est un poste qui doit être verrouillé. Que doivent faire nos dirigeants maintenant? Nos dirigeants? Nos dirigeants, pour que nous puissions avoir une vie aisée. Vous avez quitté Kinshasa pour aller en Europe parce que vous avez senti qu'ici ça ne marche pas. Vous savez, nous devons déjà recréer l'homme dans l'homme congolais. Okay. Parce que j'ai l'impression que l'homme dans l'homme congolais n'existe plus. Pas, en fait. Oui. Okay. Parce qu'en fait, j'essaie un peu de m'imaginer comment est-ce qu'une personne normale qui a été à l'école, qui est née d'un père et d'une mère, puisse détourner de millions de dollars. C'est chaque jour de millions. Donc ça veut dire que voler, détourner de l'argent au Congo est comme une normale. Donc ça veut dire que ce n'est plus... Et comme une normale, il va 30 millions. Quand tu le fais aux gentlemen. Mais oui, mais justement, maintenant, ces gens-là doivent comprendre une chose. Oui. Bango, n'a pas famille, n'a bango, n'a pas belle famille, n'a bango. Donc, vous avez un beau frère, moi, il y a mon yibi en fait. Donc, il faut vous dire. Quand vous avez quelqu'un qui a volé dans votre famille, si c'est le mari de votre fille, dites-vous non, mon yibi. Ce sont des voleurs. Parce que au Congo, tu ça la couleur, mon grand prêtre. Ah, mon yibi, mais on c'est grand prêtre. Vous comprenez? Donc, c'est des questions de voleurs. C'est ce qu'on doit faire. C'est d'abord qu'on réfère l'homme congolais. Alors, mon toi yibi, moi je pense que, tu vois, aujourd'hui avec Félix, quand je dis que nous devons soutenir le président de la République, na Colina Congo, mon IGF, je ne savais pas. Je ne savais même pas que IGF Izalaki. Donc maintenant, vous savez, ce qui me... Herman Nazan a pondu, c'est quoi? Parce que j'imagine, d'accord, pendant 18 ans, il y a 18 ans à Kabila, donc il y a des morts sarati. Donc de milliards et de milliards. Il fallait Félix Antoine Tshisekedi ait un pouvoir pour que nous comprenions qu'il y a IGF qui existe. Et sinon, on n'aurait pas su. Et maintenant, tu sais combien de millions de dollars qui ont disparu dans la peau d'Amouzitou et l'ermite de Fayou. Donc aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce qu'ils vont faire des élections? Parce que les élections de Fayou, ça a été supporté par M. Katumbi. Et là maintenant, ils vont utiliser l'erreur que Mouzito avait détournée. Et là, de même façon que Martin Apogno a été interpellé, il le sera aussi. Il a des dossiers lui aussi. Donc déjà, moi, pour revenir à ce que je disais, nous devons soutenir Félix Antoine Tshisekedi parce que Aok n'a mis. Donc aujourd'hui, au moins... C'est pas l'acharnement. C'est ça. Au Congo, quand on vole, il y a aussi qui a dit ceci. Quand on zoïba, quand il sera un peu malbao, le bâton est au Kangao. Parce qu'au Congo, on a yibi, ce bakangi acharné. Au yibi, et les preuves sont là que tu as volé. Pourquoi ça acharnement? Félix a dit, à ceux qui y est moko, mais il y a c'est entre guillemets, il y a une soupçon. Issa Mourad, ces derniers temps à Kinshasa, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, qui est suspecté de vouloir tenter un détournement. Oui. Et puis, il s'attaque à l'IGF. Non, suspecté, c'est déjà ça. En fait, suspecté, il n'y a pas encore de preuves qui est alibi. Ce qui lobby de preuves s'avère qu'il y a preuve tangible. Et au Kangaï, on est à Vungolé.
olia vongole aolia ngo était inutile wakenda olia vongole aolia pona banki de silité ba kangai soki ba prouver mama yiba ki na exemple na vrai ba kangai et puis ngana osena boye na justice na biso makambo iso ngana no kangate ba kangaka pe ba mbongo pe ezonga. Très bien. Alors, une question. Ça allait me louper en fait. Qu'est-ce qui fait que la diaspora, ils ont plus la rapidité d'avance et information, il y a Congo qui est plus que oui. On a le follow et ça mais on a qui parce que toi, la vitesse, il y a Internet. On a besoin d'en noter. La vitesse, il y a Internet. Parce qu'aujourd'hui, le monde. Parce qu'en fait, il y a aussi la vérité, mon co. Membre de la diaspora, au bazar, na kati. Na pépère de Bali, na présence Bazali, na UDPS et Bazali. Yamoni, babelo mususu ya kati secrète on a limité mais oga kuna déjà ici de bien parce que Balima et Bazali il paraît d'autres. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Très heureux de vous rencontrer. J'ai partagé mes chers. Échange vraiment fabuleux. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission face aux invités. C'était monsieur Carly Mwanda, un diaspora, un Congolais qui vit à Paris. Nous sommes arrivés à la fin, comme je le disais tantôt. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Que la paix de nos esprits, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine.